Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire de rentrée dédié au sujet de transition et plus particulièrement à la solarisation des parkings. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes nombreux connectés. Vous étiez plus de 600 entreprises inscrites et 200 collaborateurs du groupe Crédit Agricole. J'ai le plaisir de vous accueillir et pour me présenter en un mot, je suis Pascal Bousquet, responsable de l'animation commerciale de Crédit Agricole Transition Énergie, une des deux nouvelles filiales du Crédit Agricole. Et j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Saillard, qui est responsable juridique et affaires institutionnelles au syndicat des énergies renouvelables, et Vianney Delétang, élu au syndicat des énergies renouvelables, qui est membre du bureau solaire et responsable du pôle économique du CER. Oui, bonjour Pascal. Nous sommes ravis d'accueillir le syndicat des énergies renouvelables, qui représente l'ensemble des filières des énergies en France et qui regroupe plus de 500 adhérents. Le syndicat des énergies renouvelables participe à plusieurs instances clés au niveau national, comme la Commission de régulation des énergies ou le réseau de transport d'électricité. Donc, bienvenue à vous. Et les participants qui sont avec nous aujourd'hui pourront avoir une vision 360 des sujets autour des transitions et plus particulièrement de la solarisation des parkings. Alors, je vais être bref sur cette partie introductive, mais néanmoins, je souhaiterais témoigner de l'implication du groupe sur les sujets de transition. Le groupe Crédit Agricole a décidé, dans le cadre de son projet sociétal, de créer une nouvelle filiale, donc Crédit Agricole Transition Énergie, dont le capital est réparti à parité entre les caisses régionales et Crédit Agricole SA. Depuis plusieurs années, le groupe Crédit Agricole et les caisses régionales se sont investis dans le financement des énergies renouvelables sur les territoires, notamment dans la solarisation autour des exploitations agricoles. Mais plus récemment, les caisses régionales ont recruté des conseillers en transition énergétique qui sont en capacité de vous accompagner, dirigeants, sur une palette plus large autour de l'efficacité énergétique, la RSE, la décarbonation ou encore la fourniture d'énergie ou la mobilité verte. Donc, vous voyez s'afficher la communauté des conseillers en transition énergétique qui sont en lien très proche avec vos chargés d'affaires pour vous accompagner, dirigeants, dans vos projets de transition. Les conseillers en transition énergétique ont une boîte à outils et cette boîte à outils s'appuie sur un certain nombre de partenariats, qu'ils soient locaux ou nationaux, et qui vous permettent donc, dirigeants, de pouvoir travailler et approfondir tous ces sujets de transition. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voudrais simplement rappeler aux dirigeants qui sont avec nous aujourd'hui la chaîne YouTube de Crédit Agricole Transition Énergie, auquel vous pourrez avoir accès, et qui vous donne notamment une présentation de cette filiale, Crédit Agricole Transition Énergie, mais également plusieurs webinaires thématiques autour de sujets réglementaires comme la CSRD, le bilan carbone, ou encore des sujets autour de l'actualité des marchés de l'énergie, également des contrats de performance énergétique. Simplement, avant de démarrer, quelques consignes sur le déroulé du webinaire. Donc, l'ensemble des présents vont recevoir le replay à l'issue, ainsi que la présentation. Nous allons consacrer 40 à 45 minutes aux présentations et 10 à 15 minutes aux questions. Plusieurs nous ont été déjà adressées, mais n'hésitez pas dans l'outil à formuler vos questions et nous essaierons d'y répondre à la fin. Et je reviendrai également à la fin des présentations pour vous poser 2 questions. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et je vais tout de suite laisser la parole à Élodie pour présenter le syndicat des énergies renouvelables un peu plus précisément. Merci beaucoup Pascal. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup au Crédit Agricole pour l'invitation et d'avoir pensé au CER pour parler du sujet de la solarisation des parkings parce que c'est effectivement un sujet qui nous a beaucoup occupé ces dernières années, donc sur les 2 dernières années puisque on y reviendra, mais il y a plusieurs lois qui sont assez structurantes et qui ont mis en place cette obligation. Donc on est très content de parler de ce sujet, peut-être pour faire un petit
donner un bref aperçu du CER. On va beaucoup parler de solaire aujourd'hui nécessairement. Alors au CER, il faut savoir qu'on représente toutes les filières des énergies renouvelables, donc pas que le solaire, même si ça représente quand même une grande majorité de nos adhérents. Ça, on est très clair là-dessus. Nous, on représente donc les filières électriques, dont le solaire fait partie, mais on a également donc l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Mais on représente également les filières qui ne sont pas électriques. Donc là, on va avoir plutôt le gaz renouvelable, les bioénergies et puis les biocarburants. Donc voilà, on est vraiment le syndicat qui a une vision 360 sur toutes les énergies et notre travail au quotidien, c'est donc de promouvoir les intérêts de nos 540 adhérents, puisque donc on a un peu plus de 540 adhérents, on va dire que c'est le chiffre le plus récent. On va promouvoir les intérêts de nos adhérents qui ne sont pas que des développeurs, puisqu'on peut également avoir des syndicats d'énergie mixte ou bien des bureaux d'études aussi. Plus récemment, on en a pas mal qui nous ont rejoints. Voilà, donc l'idée c'est de travailler pour promouvoir ces intérêts, donc les intérêts des différentes filières, notamment auprès des pouvoirs publics, donc pour l'élaboration des cadres réglementaires et législatifs, mais également économiques. Et donc là-dessus, Vianney est un apport essentiel pour le syndicat. On travaille donc avec une équipe de permanents et d'élus. Donc voilà, moi je suis permanente au syndicat et Vianney est élu, donc on travaille vraiment en synergie de cette manière. Et puis, on a également un espace d'échange pour nos adhérents. Donc, on fait des colloques, on fait des conférences pour faire un petit peu d'échange entre professionnels. Et on forme également nos adhérents, toujours dans le même esprit de créer de la coordination dans les filières. Alors, voilà pour le syndicat. Très bien. Et peut-être pour rentrer directement dans le sujet, on va peut-être prendre 3 questions qui nous ont été posées avant le webinaire et qui vont permettre d'enchaîner. Donc, quelles sont les obligations? Question très large. Nous n'avons pas encore de texte concernant l'obligation d'ombrière photovoltaïque sur parking. Et où en est-on au niveau de la mise en application de la réglementation sur le parking solaire? Alors, ces 3 questions, elles permettent parfaitement d'entrer dans le vif du sujet, puisqu'effectivement, on a aujourd'hui des obligations. Donc, la réponse est positive pour cette question. On a aujourd'hui des textes qui existent. Donc, l'obligation est en vigueur, mais elle est en vigueur partiellement, puisqu'on a un cadre législatif qui est assez déjà construit. En revanche, le cadre réglementaire, donc qui vient appliquer et donc donner une application concrète à la loi, n'est que partiellement encore construit, puisqu'on va avoir donc quelques décrets et quelques arrêtés qui vont porter uniquement sur un pan de l'obligation, et on attend encore aujourd'hui des textes, mais j'y reviendrai un peu plus dans le détail. Peut-être juste sur l'aspect obligation, c'est vrai que la solarisation des parkings et des bâtiments de manière générale, c'est un sujet, on va dire, juridique un petit peu complexe, puisque l'architecture juridique autour de ces obligations est assez, est un petit peu complexe en elle-même. Puisqu'en fait, on a 3 textes fondateurs de ces obligations. On va dire la pièce, la loi qui est venue créer l'obligation de solariser à la fois donc surtout les bâtiments à l'époque, c'est la loi énergie-climat. Et ensuite, ça a été très progressif, puisqu'on a eu 2 lois qui sont arrivées quelques années après. La première, c'est la loi climat et résilience, donc de 2021, qui est venue renforcer en fait l'obligation qui avait été créée par la loi énergie-climat, et qui est venue donc étendre l'obligation notamment au parc de stationnement. Et puis on a donc la loi d'accélération qui est encore une fois venue renforcer l'arsenal juridique, puisque là on est venu vraiment, on va dire, inscrire dans le marbre l'obligation de solarisation pour les parcs de stationnement. Donc c'est 3 textes qu'il faut avoir en tête. Ceux qui nous intéressent le plus aujourd'hui, c'est surtout les 2 derniers, donc les 2 plus récents, la loi climat et résilience et la loi APR. Donc loi APR, pardon, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables qui a été publiée en mars 2023 et sur laquelle évidemment le CER a été très actif. Donc c'est vraiment ces 2 lois qui ont créé des obligations sur lesquelles on se penche quotidiennement, et sur lesquelles aussi on a beaucoup travaillé au CER, à la fois quand les lois sont passées au Parlement, mais également lorsque les textes d'application ont été travaillés par l'administration, on a été beaucoup sollicité. Alors, de manière assez schématique, donc ces 2 lois, elles créent des obligations qui sont sensiblement,
on va dire, qui ont un socle commun, mais qui ont quelques différences, et j'y reviendrai par la suite. Mais on va dire, dans les grandes lignes, la loi climat résilience, elle est venue créer donc une obligation pour les parcs de stationnement extérieurs qui disposent d'une superficie de plus de 500 mètres carrés. Donc ils viennent créer une obligation, cette loi est venue créer une obligation d'intégrer sur au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement, des dispositifs d'ombrage, sachant que la loi parle bien de dispositifs d'ombrage et pas spécifiquement d'ombrières, puisqu'elle crée une obligation alternative. Donc, on doit mettre en place un dispositif d'ombrage, c'est soit via l'implantation d'arbres ou bien via l'implantation d'ombrières PV. Ensuite, la loi APR, elle est venue donc renforcer l'obligation, puisqu'elle vient s'appliquer à tous les parcs de stationnement. Donc, elle crée une obligation plus large. On compte les parcs neufs et existants. Et surtout, on est sur un foncier qui est plus important, puisqu'on parle de parcs qui ont une superficie supérieure à 1500 mètres carrés. Et l'obligation est la même, donc c'est l'obligation d'intégrer sur au moins la moitié de la superficie des parcs des ombrières PV. Donc là, on voit déjà une différence, c'est que la loi APR est venue créer une obligation exclusive, donc on peut uniquement mettre des ombrières PV lorsqu'on est un parc de plus de 1500 mètres carrés. Quand on est un parc entre 500 et 1500, on tombe sous le coup de la loi climat résilience. Donc voilà, ça va de soi. Et la loi APR est venue vraiment globaliser l'obligation pour des très grands parcs à partir de 1500 mètres carrés. Il faut retenir ces deux surfaces, 500 mètres carrés et 1500 mètres carrés finalement. Exactement, c'est ça qu'il faut retenir, et sachant que donc évidemment donc c'est 1500 mètres carrés, c'est un plancher, et donc forcément si vous êtes au-dessus, c'est la loi APR qui tombe, qui s'applique, et avec toutes les le caractère exclusif de l'implantation des ombrières photovoltaïques. Donc on ne se pose pas la question de l'ombrage lorsqu'on est un grand parc. Peut-être pour revenir un petit peu dans le détail, donc comme je le disais en introduction, ce sont donc les deux lois, elles sont venues créer des obligations qui sont quand même qui ont un socle commun, mais qui sont quand même assez différentes. On verra qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, mais je voulais peut-être rentrer un peu dans le détail pour que vous compreniez aussi quels sont les différents parcs qui sont concernés, quand est-ce que les obligations entrent en vigueur, et puis éventuellement quels sont les critères d'exonération si vous tombez dans un cas d'exonération, et les sanctions applicables. Et là-dessus, donc pour les parcs qui sont soumis à la loi climat et résilience, donc les parcs de plus de 500 mètres carrés, en fait ceux qui sont concernés précisément, ce sont donc les nouveaux parcs qui sont donc ouverts au public, et les parcs existants qui font l'objet de travaux. Alors je reviens pas sur la définition de travaux parce qu'elle est assez spécifique, mais on a à la fois des travaux de rénovation lourde qui obéissent à une définition propre, et puis d'autres types de travaux, et globalement ça fait référence donc au remplacement du revêtement de surface. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'il faut regarder, et il faut effectivement regarder si on tombe sous le coup de la définition. Pour ce qui est de la date d'application, donc si vous êtes si vous rentrez dans cette catégorie de parc, ça veut dire que vous êtes éligible à l'obligation, donc en fait que vous devez la mettre en œuvre, et donc ensuite il faut regarder à partir de quand l'obligation s'applique, donc en termes de temporalité. Quand est-ce qu'il faut en gros se mettre un peu au travail, et concernant la loi climat et résilience, en fait l'obligation d'entrer en vigueur au 1er janvier 2024. Pourquoi le 1er janvier 2024? Alors elle n'est pas dans la loi climat et résilience, cette date, elle correspond en fait à la date d'entrée en vigueur du dispositif réglementaire. Donc ça permet de revenir sur une des questions qui était posée au début, sur le fait que le cadre il est partiellement applicable aujourd'hui, puisqu'effectivement on a un décret qui a été publié le 18 décembre 2023 et qui pose la date du 1er janvier 2024 comme jalon temporel. Donc voilà, être assez vigilant. Si vous êtes un parc de plus de 500 mètres carrés et que vous disposez d'une autorisation d'urbanisme, à compter du 1er janvier 2024, vous êtes soumis à l'obligation, et effectivement vous devez la mettre en œuvre. Peut-être cette date du 1er janvier 2024 est aussi une date clé à regarder pour nos participants. C'est ça. Et sachant que effectivement, donc là la présentation est assez générique, mais n'hésitez pas à regarder le texte réglementaire qui est dans la plaquette, qui permet vraiment de comprendre de comprendre réellement les critères d'éligibilité à l'obligation, et puis de savoir concrètement quel type de surface vous devez solariser. Je reviens, donc je passe juste sur la loi d'accélération, puisque je vais parler également du champ d'application et de l'entrée en vigueur, et ensuite je reviendrai sur les exonérations et les sanctions en cas de non-respect. Donc sur le champ d'application, donc pour savoir si vous êtes donc lorsque vous êtes un parc de plus de 1500 mètres carrés, bien entendu, pour essayer de comprendre si vous êtes alors éligible n'est pas tout à fait le meilleur mot pour ça, mais en gros si vous êtes
si vous êtes assujetti et obligé. En fait, c'est un peu différent de la loi climat et résilience. Il faut regarder, donc comme je disais en introduction, la loi est venue vraiment élargir le champ des obligés. Donc c'est forcément plus large que ce qui était prévu par la loi climat. Si vous êtes un parc extérieur donc qui existe au 1er juillet 2023, si vous êtes un parc dont la demande d'autorisation a été déposée à compter du 10 mars 2023, donc après la loi APR, et si vous êtes un parc extérieur neuf dont la demande d'autorisation a été déposée après le 10 mars 2023 également, eh bien vous rentrez dans le champ de l'obligation. Donc non seulement vous avez une superficie qui est supérieure à 1500, mais en plus vous rentrez dans l'une des catégories. Dans ces cas-là, vous êtes assujetti à l'obligation. En revanche, pour l'entrée en vigueur, c'est une entrée en vigueur qui est différée, puisqu'effectivement la loi elle a été adoptée l'année dernière, il y a un peu plus d'un an. Donc évidemment l'idée n'est pas d'imposer tout de suite l'obligation, puisqu'il y a une mise en conformité qui se fait. Évidemment, c'est des projets qui prennent un petit peu de temps à se mettre en place. Là-dessus, l'entrée en vigueur elle est différente selon la taille du projet, enfin la taille du parc que vous allez solariser. Donc si vous êtes un grand parc, très très grand parc, donc on va dire que votre superficie elle est supérieure à 10 000 mètres carrés, vous devez être conforme à l'obligation pour le 1er juillet 2026. Donc c'est une date qui correspond à peu près à plus de 3 ans après la publication de la loi. Donc les assujettis ont 3 ans pour se mettre en conformité. Sur ces grands parcs, il y a un report possible de l'obligation à juillet 2028, si et seulement si vous vous engagez à vous fournir en panneaux PV qui répondent à certains critères. Donc les critères, sans revenir trop dessus parce que c'est assez technique, c'est des critères qui correspondent à la performance énergétique des panneaux, à la soutenabilité, donc là on fait référence au bilan carbone, et à la résilience, donc en fait c'est un critère qui permet de booster le marché européen et français. Si je comprends bien, il s'agit de panneaux vertueux, c'est-à-dire dans une économie locale, française, européenne, c'est ça, pour l'achat. Exactement. Exactement, c'est une obligation, c'est un report qui a été créé par la loi Industrie verte, lorsque on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'il faut renforcer l'industrie française, française et européenne, mais c'était surtout française à l'époque, au moment où la loi a été discutée. Donc on avait pas mal de mesures sur les crédits d'impôt à l'industrie verte, et on avait justement cet ajout qui permet aussi de booster l'industrie. Et voilà, au CER, on a pas mal travaillé sur ce texte également pour que les critères soient tout à fait soient réellement vertueux. Et le cadre est toujours en construction, donc le texte n'a pas encore été publié, mais ça ne saurait tarder. Donc vous saurez assez vite si jamais vous voulez vous approvisionner en panneaux vertueux, quels sont les critères que vous devez prendre en compte, sachant effectivement que sur ce sujet, mais je l'ai déjà dit, le cadre est en construction, donc il faudra être assez vigilant effectivement sur la publication du texte, et que l'engagement, donc quand on parle d'engagement, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon de commande qui était passé. Et pareil, le décret est assez précis sur les échéances qui sont à prendre en compte. S'agissant des autres parcs, donc les plus petits parcs, donc donc il y a une superficie qui est inférieure à 10 000 m², mais supérieure à 1500. La conformité est au 1er juillet 2028. Donc on a à peu près la même échéance. Alors ça c'est pour les obligations et la date de réalisation. Il faut savoir que toutefois le cadre accorde une certaine souplesse, c'est des choses qui sont prévues par la loi, et permet en fait de s'exonérer de l'obligation si jamais il y a effectivement des contraintes qui empêchent et qui rendent impossible la pose de panneaux, parce que c'est des cas qui peuvent tout à fait arriver. Dans ces cas-là, la loi et le décret, le cadre réglementaire sont assez clairs, et aujourd'hui on peut dire qu'on a les mêmes exonérations pour les deux lois. Donc en fait, ça c'est un petit peu le socle commun auquel vous pouvez vous référer. Donc rapidement sur les exonérations, si jamais vous avez des contraintes techniques qui empêchent la pose de panneaux, donc notamment liées à la nature du sol ou à un risque technologique qui ne peut pas être évité, ou un risque lié à la sécurité civile qui ne peut pas être évité, il faut regarder précisément si vous rentrez bien dans les conditions qui sont posées. Mais si vous avez une contrainte technique qui rend vraiment impossible l'implantation de l'installation, vous pouvez être exonéré. Pareil en cas de contrainte patrimoniale, donc par exemple si votre parc et du coup les ombrières que vous envisagez sont aux abords de monuments protégés et historiques, là effectivement
il y a une impossibilité de pouvoir mettre des installations et des contraintes aussi économiques, donc qui sont notamment liées à la viabilité économique du propriétaire, qui on va dire, ne survivrait pas à l'implantation de panneaux, et un manque d'ensoleillement qui du coup affecte la rentabilité du projet. Donc c'est notamment ce sont on va dire les 3 grandes familles d'exonération qui sont prévues, sachant que le cadre réglementaire les précise un peu plus. Pour la loi d'accélération, on a les mêmes. Donc comme je le disais, les seuls ajouts, c'est qu'on a une exonération un peu générale qui est liée au fait qu'on a un dispositif déjà existant qui permet de produire le même niveau de production d'énergie renouvelable. Donc par exemple, si vous avez une installation de géothermie ou des pompes à chaleur, si vous avez déjà en fait ces dispositifs d'ENR dans les bâtiments du propriétaire du parc, ou bien sous le parking, c'est tout à fait possible également, et que vous arrivez à démontrer que les ombrières produiraient autant que le dispositif que vous avez actuellement, dans ces cas-là, vous pouvez vous exonérer. On a 2 autres exonérations qui sont liées aux véhicules, donc au parc de stationnement qui stationnent des véhicules lourds ou qui transportent des marchandises dangereuses, sachant que c'est des nouvelles exonérations sur lesquelles on n'a pas encore trop de recul de notre côté, puisque l'administration discute un peu de ces nouvelles exonérations qui peuvent aussi ne pas rester, mais qui sont en tout cas qui ont été un peu introduites récemment. Je précise effectivement, et j'aurais dû le dire dès le début, mais sur la loi d'accélération, le cadre réglementaire est en construction. Donc ce qu'on vous dit là, ce sont des choses qui sont quasi définitives, mais qui peuvent changer. Donc il faudra bien regarder quand les textes sortiront si ce qu'on dit est toujours d'actualité. A priori, il n'y aura pas de changement majeur, mais voilà, il faut faire un petit peu attention. C'est provisoire. Des entreprises de transport, plusieurs participent avec nous ce matin, donc à regarder au cas par cas ces sujets d'exonération par rapport à la taille des véhicules, notamment les camions de plus de 3 tonnes 5. C'est bien ça? Exactement, c'est le choix la valeur qui a été choisie par l'administration et qui peut changer, mais qui en tout cas est celle qui a été fixée à ce jour. Sur les exonérations, point très très important qui ne figure pas dans les slides, pour s'exonérer, donc il faut absolument passer par un bureau d'études, donc un bureau externe, un organisme compétent et qualifié qui dispose de la qualification pour réaliser une étude technico-économique. Donc vous devez demander à un tiers de vraiment expertiser l'exonération si vous pensez que vous rentrez dans le champ d'une exonération. Donc voilà, c'est des études assez sérieuses. Il faut produire un dossier, une note technique, et c'est contrôlé en fait au moment où l'autorisation d'urbanisme est délivrée, ou donc pour la construction initiale ou pour des travaux. Donc voilà, faire vraiment attention à ça. Pareil, c'est des choses qui sont prévues par arrêté. Donc il faut faire appel à un tiers. On peut pas produire le dossier tout seul. Ça me permet de faire une petite transition sur les sanctions qui sont applicables si effectivement en cas de non-respect. En cas de non-respect, donc à la fois non-respect, donc s'il n'y a pas de projet qui est mis en place et que à l'issue d'un contrôle de l'administration, on se rend compte que soit rien n'a été fait, ou alors que finalement, par exemple, l'étude technico-économique ne permettait pas de démontrer que l'exonération s'appliquait. Les sanctions sont différentes en fonction des cadres législatif. J'avoue que je ne sais pas vraiment trop l'expliquer pourquoi, mais en tout cas, il y a bien des sanctions pécuniaires qui sont prévues. Je pense que c'est ce qui peut plus intéresser. Pour la loi climat et résilience, on va dire qu'il y a plusieurs sanctions qui s'appliquent. On a les sanctions de droit commun en droit de l'urbanisme, donc c'est des contrôles et des amendes. On a également des sanctions pénales qui viennent s'ajouter aux sanctions en droit de l'urbanisme, puisqu'en fait là, on vient aussi sanctionner le non-respect d'une obligation en droit de l'urbanisme et le non-respect d'une obligation tout court, donc il y a une mise en demeure qui est prévue, etc. Et puis aussi des sanctions administratives qui sont infligées par l'administration du fait du non-respect de l'obligation. Donc l'administration, elle peut, donc pour ce qui est des sanctions pénales, on a des amendes qui sont comprises entre 1 200 et 300 000 euros en fonction de la taille du parc. Et sur les sanctions administratives, on a des mises en demeure avec ensuite des astreintes nécessairement, et des demandes de mise en conformité. Et on peut même aller jusqu'à la démolition si jamais la mise en conformité l'impose. Pour ce qui est de la loi APR, on a des sanctions en fonction des superficies des parcs, donc c'est un peu plus clair. Si le parc est supérieur à 10 000 mètres carrés, on a des sanctions à 40 000 euros maximum, et si on est en dessous, on est sur plutôt 20 000 euros maximum. Et c'est des sanctions annuelles jusqu'à ce que le parc soit mis en conformité. Pardon. On a plusieurs questions tout à l'heure sur lesquelles on pourra revenir très, très, très précises et sur ces sujets réglementaires.
Mais peut-être voilà, ce tableau en synthèse peut permettre de résumer les situations des entreprises. Tout à fait. Juste sur si vous décidez de mettre en place un projet, vous avez en fait plusieurs considérations, plusieurs enjeux à prendre en compte. Le premier, c'est donc l'autorisation d'urbanisme auquel vous êtes soumis. Là-dessus, on a un tableau assez clair de l'administration qui est très autoportant, sur lequel je vais pas revenir dans le détail, puisqu'effectivement, il est assez fourni. En tout cas, ça permet vraiment de voir si vous êtes assujetti à l'obligation et si vous ne rentrez pas dans une exonération en fonction du type de parc et d'ombrière que vous envisagez, quelle est l'autorisation que vous allez demander. Donc, ce tableau est assez clair et on remercie vraiment l'administration pour ça. Deux choses à noter. La première, c'est qu'on n'est pas soumis, quand on fait des ombrières, à une évaluation environnementale. On sort vraiment du champ de l'étude d'impact. Et en revanche, il faut bien prendre en compte toutes les règles qui sont dans les plans locaux d'urbanisme, donc notamment en prise au sol, hauteur, aspect extérieur des constructions. À noter que un PLU ne peut pas empêcher la mise en œuvre de l'obligation. Donc il y a vraiment, c'est la hiérarchie des normes. En fait, la loi est supérieure au PLU. Donc si jamais vous avez un PLU qui a des règles trop contraignantes, il faut trouver un moyen de quand même mettre en œuvre l'obligation. Les autres aspects assez importants à prendre en compte, bon, je reviens assez rapidement dessus, c'est les enjeux fiscaux, puisque vous êtes quand vous avez ce type de projet soumis à des taxes, notamment la taxe foncière, mais mais pour ce qui concerne les fondations des ombrières, et puis l'IFER aussi, puisque en tant que lorsqu'on a un exploitant, donc on est d'une centrale, on en est redevable, et ce dès que la puissance électrique est supérieure à 100 kW, donc on arrive quand même assez rapidement à cette valeur. Exclusion faite de l'autoconso total. Et puis on a également la CVAE qui est redevable, dont on est redevable jusqu'à ce que la taxe disparaisse en 2027. Et puis très rapidement, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur le sujet du foncier. Donc lorsque vous avez ce type de projet, il y a éventuellement des contrats, des baux qui peuvent être passés. C'est essentiellement le cas lorsque vous avez recours au tiers investissement, dont Vianney parlera juste après. Mais en tout cas, dans ce modèle-là, dans ce modèle économique-là, donc le développeur PV va installer des panneaux sur le foncier qui appartient à un propriétaire. Et dans ces cas-là, il va solliciter des droits réels pour mettre en place l'installation. Donc à cette occasion, on peut conclure plusieurs baux. Les baux un bail amphithéotique, un bail en construction, ou des baux civils, sachant que alors sans faire de conseil juridique à proprement parler, parce que c'est pas notre rôle, c'est juste pour vous donner un exemple, des exemples des différents montages, mais les baux civils donnent plus de liberté contractuelle aux parties, ce qui peut être un modèle à suivre. Et et les autres types de baux, donc le bail amphithéotique et le bail à construction, on est sur des régimes légèrement, quand même assez similaires, même s'il y a quelques différences. On a un petit peu moins de souplesse, puisque c'est des contrats de longue durée qui peuvent présenter parfois des inconvénients pour le propriétaire, et on a des obligations mutuelles qui sont prévues et qui sont encadrées. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce qui se pratique. Donc ça, c'est donc évidemment pour la théorie et pour tout le cadre réglementaire et associé, pour comprendre un petit peu à quelle sauce vous êtes mangé en tant qu'assujetti et comprendre réellement ce qu'il faut mettre en place. Et ce qui est effectivement aussi intéressant, c'est de comprendre la pratique. Et pour ça, Vianney en parlera très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la partie obligation, finalement, juridique aussi. Mais peut-être, pour me tourner vers Vianney, c'est aussi de dire que derrière ces obligations, c'est une opportunité que de pouvoir installer des centrales solaires. Et je vous donne la parole pour présenter quelques cas concrets sur des sujets différents qui vont permettre de montrer à tous les participants tout l'intérêt de pouvoir installer des ombrières de parking. Oui, merci Pascal, merci Elodie. Donc effectivement, ce qu'on va regarder là maintenant, c'est si vous êtes assujetti, si vous avez l'obligation, quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous, comment on s'y prend finalement, très concrètement. Et donc il y a plusieurs considérations à avoir. La première, la plus importante probablement, c'est de se dire, est-ce que vous souhaitez, vous propriétaire d'un parking, assujetti, est-ce que vous souhaitez investir vous-même, être propriétaire de ces ombrières et en obtenir une rentabilité, ou est-ce que finalement vous vous dites c'est pas mon métier, je peux faire porter l'investissement par un producteur PV, il en existe beaucoup, on a beaucoup d'adhérents qui font ça au CER, et donc c'est ce qu'on appelle le tiers financement.
Donc ça, c'est vraiment important. Et dans le cadre du tiers financement, effectivement, on met à disposition le parking à travers un bail dont a parlé Elodie, et on ne s'occupe, entre guillemets, on s'occupe de rien, c'est-à-dire que le tiers financeur va installer les ombrières, et en revanche, ceux qui utilisent le parking pourront bénéficier de l'ombrage, et vous, en tant que propriétaire de parking, vous pourrez en retirer éventuellement un loyer ou même un contrat d'achat d'électricité avec un prix garanti, par exemple. Donc c'est vraiment la question, la première question à se poser. Ensuite, il y a d'autres options. Il y a l'option il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de l'électricité qui est produite. Sachant que là, il y a plusieurs options. Soit elle est injectée totalement sur le réseau, c'est le cas de beaucoup de projets solaires aujourd'hui. Soit elle est autoconsommée, c'est-à-dire que le site présente une consommation d'électricité qui permet d'autoconsommer une partie de la production, voire toute la production générée par les ombrières. Et donc là, c'est un vrai choix. On va avoir plusieurs modalités de valorisation. Si jamais on décide d'injecter sur le réseau, ce qu'il faut, c'est avoir un débouché entre guillemets garanti et un tarif garanti. C'est ce qui permet le financement. La plupart des actifs solaires qu'on voit aujourd'hui, sauf ceux qui sont d'autoconsommation totale, mais la plupart de ceux qu'on voit ont un contrat de vente d'énergie, un contrat de vente d'électricité, avec un prix fixe, généralement sur 20 ans. Et c'est ce contrat-là qui permet ensuite le financement de l'actif PV, que ce soit en tiers financement ou en auto-investissement. Il y a ce débouché-là. Donc si on est en injection réseau, on va regarder un peu quels sont les dispositifs qui permettent d'offrir un débouché à ces kilowattheures qu'on produit. Et là, il y a plusieurs cas, selon qu'on est au-dessus ou en dessous de 500 kilowatts. Ce qu'on disait tout à l'heure, 500 kilowatts, c'est 2500 mètres carrés de surface couverte. Et donc, si vous êtes sur un parking où il y a la moitié de la surface qui est couverte, c'est un parking qui va être de 3, 4, 5 000 mètres carrés. En dessous de cette surface couverte, on va être sur un arrêté tarifaire, et au-dessus, on va être en appel d'offres. C'est un peu plus complexe pour aller obtenir le contrat de vente d'électricité, mais il faut passer par là. L'avantage quand même de ces dispositifs, c'est que ça facilite le financement, et voilà. Et on sait bien que le Crédit Agricole en finance beaucoup. On peut plus facilement aller voir sa banque. Après, il y a effectivement des schémas un peu plus complexes d'autoconsommation. Alors, il peut y avoir l'autoconsommation totale. Donc là, c'est très simple, puisque vous installez l'ombrière, vous avez une grosse consommation. Votre talon de consommation est de, je sais pas, 1 mégawatt même la nuit. Et vous avez une ombrière de 500 kilowatts à installer. Vous savez que vous pouvez autoconsommer toute la production de l'ombrière. Et là, ça va venir immédiatement réduire vos factures d'électricité. Donc, vous pouvez faire un petit calcul en fonction de vos contrats de fourniture d'électricité, de savoir si cet investissement dans les ombrières qui permet de satisfaire, de répondre à une obligation, combien ça va vous faire économiser chaque année. Donc, c'est quand même doublement vertueux. Il y a l'ombrage sur le parking, il y a l'économie sur la facture d'électricité. C'est vraiment intéressant. Pardon. Et puis, il y a ensuite des schémas d'autoconsommation, on va dire, partielle. Donc là, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que c'est pas inintéressant d'en parler, notamment l'autoconsommation collective, qui est possible dans le cadre des arrêtés tarifaires. Donc là, ça veut dire que finalement, cette ombrière, une partie de l'électricité qu'elle produit va être injectée sur le réseau et rachetée par EDF en général, donc dans le cadre d'un contrat à prix fixe, mais vous pouvez diriger une partie de votre production vers un consommateur situé dans un rayon qui peut être ça dépend en fait d'où on se trouve, mais 3 km je crois, et qui lui va vous racheter cette électricité. Donc physiquement vous injectez l'électricité sur le réseau, mais après il y a un système de comptabilité. Vous allez être payé par un client qui est par exemple à 1 km, et lui en fait le volume qu'il vous a payé et pris sera déduit de sa facture de son propre fournisseur d'électricité. Donc ça, c'est les schémas d'autoconsommation collective qui sont vraiment intéressants. J'insiste dessus dans le cadre actuellement dans le cadre de l'arrêté tarifaire S21, parce que l'avantage pour les clients, c'est de ne pas avoir à s'engager sur l'électricité. On peut très bien signer un contrat d'autoconsommation collective on a une ombrière sur un parking avec, par exemple, une boulangerie industrielle qui est située à 500 mètres, qui va être content d'acheter à un prix défini l'électricité. Et puis, si les prix de marché d'électricité baissent, cette boulangerie industrielle elle peut très bien vous dire
dans 2 ans, 2 ans après, moi, je veux plus acheter l'électricité générée par l'ombrière, elle est plus chère que ce que je paye, que je peux payer maintenant à mon fournisseur. Et dans ce cas-là, vous dites très bien, l'opération d'autoconsommation collective est terminée. Et ces kilowattheures, vous recommencez à les vendre à celui avec lequel vous avez signé le contrat d'obligation d'achat, généralement, qui va être EDF. Donc, c'est réversible et ça permet de saisir des opportunités pour des consommateurs qui sont dans un environnement proche de l'ombrière, donc du parc de stationnement. Voilà, donc ça, c'est vraiment les questions essentielles à se poser au début du projet, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, donc peut-être là, il y a quelques exemples, mais je vais peut-être plutôt passer à ça, en fait, puisque l'impact économique d'un projet d'ombrière, parce qu'effectivement, selon qu'on fait du tiers financement ou de l'auto-investissement, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Donc là, ce qu'on essaye de vous montrer, c'est quels sont un peu les ordres de grandeur qu'on a pu observer, à la fois, enfin, si vous faites du tiers financement ou de l'auto-investissement, sachant que le cadre économique est très mouvant. C'est ce qui nous occupe d'ailleurs une grosse partie de l'année au syndicat, parce que on est voilà, c'est l'économie des projets est très évolutive. En fonction des marchés de l'électricité aussi, de l'énergie. En fonction des marchés, et fonction de quand le gouvernement veut accélérer ou au contraire ralentir. Donc si par exemple on est en arrêté tarifaire, une ombrière de moins de 500 kW, pour une demande de raccordement qui aurait été faite il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, on avait un tarif qui était à 130 € du mégawattheure en injection totale. Si maintenant, si on fait la même demande, le même projet, aujourd'hui on est à 108. Donc ça a baissé de 20-30% en 2 ans et ça risque de continuer à baisser. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est jamais celle du lendemain. C'est pour ça que là, si on donne des ordres de grandeur de loyer, c'est un peu des ordres de grandeur de loyer quand les projets sortent. Mais garantir qu'il y aura tel ou tel niveau de loyer pour un projet d'ombrière qui serait réalisé dans 1 an, c'est difficile. On peut pas tout prévoir. Il y a quand même un certain nombre de paramètres qui évoluent aussi beaucoup pour les calculs de rentabilité, puisque il y a le coût du financement, hein, le taux d'intérêt, on sait qu'il a beaucoup augmenté, mais il n'y a pas que ça. Il y a le coût de l'acier, donc les matières premières. On sait bien qu'on a eu la crise de 2022, donc ça a renchéri tous les coûts. Le prix des panneaux solaires, qui lui aussi est assez volatile. Donc il y a rien de simple et à un moment donné, il faut que toutes les planètes s'alignent entre le prix de vente de l'électricité, tous les coûts d'investissement, etc. Mais si on peut regarder, donc quand je dis les conditions ont évolué, c'est que il y a 10-15 ans, il y a eu des prix d'électricité, de revente d'électricité solaire très élevés, et on a pu voir des loyers ou des très élevés, typiquement voilà, un projet de 1 mégawatt sur lequel une soulte donc versée à l'investissement de 600 000 € avait pu être versée au propriétaire du parking. Ça aujourd'hui, ça n'existerait absolument pas. C'était en 2011. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur des projets de moindre ampleur, puisque finalement le coût d'investissement dans le solaire a beaucoup baissé. Donc forcément, les loyers qu'un projet solaire peut offrir, si on est en tiers financement, ont beaucoup baissé également. Ce qu'on peut voir, hein, mais ça reste, c'est quand même beaucoup du cas par cas, c'est que si vous avez une petite surface à équiper, mais bon, qui va être a priori de moins de 1500 m² d'ombrière, donc a priori pas forcément éligible. Si vous voulez faire une ombrière, mais vous avez quand même le droit d'essayer, hein, même si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vouloir faire une ombrière sur votre parking. A priori, en dessous de 300 kW, c'est très difficile aujourd'hui, avec les conditions actuelles, d'obtenir une rentabilité, ou alors la rentabilité sera faible. Et donc, si vous faites un tiers financement, le producteur photovoltaïque ne vous offrira a priori pas de loyer. Juste, il vous installera l'ombrière. Si on est sur des puissances entre 300 kW et 1 MW, on peut voir des loyers annuels, hein, donc de 1000 à 5000 € par an que vous allez recevoir pour votre parking, sous condition d'implantation du site. Hein. Il y a aussi des paramètres tels que le raccordement. Est-ce que le transformateur est loin? Est-ce que le coût de raccordement qu'Enedis va vous proposer est satisfaisant? Donc ça, c'est des choses qui sont du cas par cas. Et puis, sur une ombrière un peu plus vaste, hein, 1 mégawatt ou plus d'1 mégawatt, hein, donc plus de 5000 m² couverts, donc on est sur du 7-8 000 m² de superficie de parking, 10 000. Là, on va peut-être pouvoir espérer des loyers de 5 à 10 000 € par an et par mégawatt. Ou alors une soulte, hein, ce qu'on appelle la soulte, c'est que vous ne percevez pas un loyer chaque année, mais vous percevez un revenu
généralement à la mise en service de l'ombrière ou à la signature du bail. Donc ça, c'est dans le cas du tiers financement. Ce sont les revenus que vous pouvez espérer, vous, propriétaire de parking, si vous n'avez pas envie de faire l'investissement vous-même. Si vous dites d'autres sauront mieux le faire que moi, je vais pas savoir bien acheter mes ombrières, mes structures métalliques, je vais passer par un contractant qui va prendre beaucoup de marge et je ne suis pas spécialiste. Si vous Vous le soulignez tout à l'heure, le sujet de l'autoconsommation, qui peut permettre de sécuriser son approvisionnement finalement sur la durée à un prix garanti dès lors qu'on a investi dans une centrale. Oui, alors ça c'est effectivement donc il y a alors l'autoconsommation, on peut imaginer avoir une autoconsommation en tiers financement ou en investissement, en auto-investissement. Les deux sont possibles. Parce que vous pouvez tout à fait signer un contrat d'autoconsommation collective avec un producteur PV qui va venir installer l'ombrière sur votre site et qui va vous proposer l'électricité à un prix compétitif. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que vous ne serez pas forcément engagé dans la durée. Parce que souvent, en autoconsommation avec tiers financement, ce que les clients, consommateurs n'aiment pas, c'est d'avoir à s'engager sur 10 ans, 15 ans à un prix défini. Là, avec l'autoconsommation collective, on n'a plus ce souci-là. Et si vous voulez investir vous-même, là, on a mis un peu quelques chiffres quand même, c'est intéressant que vous ayez en tête. Une ombrière de 1 MW, donc on a dit, qui pourrait recouvrir, par exemple, 8000 m² de surface de parking, donc vraiment un parking éligible, c'est un investissement de 1,2 à 1,4 million d'euros. Voilà. Mais après, vous allez pouvoir aller voir votre banque aussi et en financer une partie avec un crédit bancaire. Donc en fonds propres, c'est probablement un investissement moindre, mais il faut réussir à bien faire ses calculs. Et la rentabilité de ces investissements, bon, on est dans le solaire. Donc dans le solaire, c'est jamais des rentabilités de 15% parce que c'est des investissements, une fois que c'est fait, généralement, ça produit bien, il n'y a pas un gros risque. Donc l'État, en fait, calibre les aides quand il y a une revente par un arrêté tarifaire ou via un appel d'offres, de manière à ce que les rentabilités soient pas trop élevées. C'est des discussions qu'on a en général assez régulièrement avec la CRE, par exemple, la Commission de régulation d'énergie. Mais il faut s'attendre à avoir des rentabilités projets de 3 à 5%. Voilà, on n'est pas c'est pas pour faire un coût financier, c'est plus un rendement. Ça répond à une question qu'on avait sur le ROI. Question très large. Voilà, je crois que vous y répondez ici. Donc en général, ça va être, c'est ça, donc c'est un rentabilité projet de 3 à 5%. Ensuite, vous allez mettre un peu de financement bancaire. Il peut y avoir un peu d'effet de levier, mais on n'est pas là pour faire x3 en 2 ans. C'est pas comme ça marche jamais comme ça le solaire. C'est des investissements au long cours. L'ombrière, elle va être sur le parking pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, on voit que les panneaux solaires, ça dure longtemps. Donc c'est du rendement, mais tranquille dans la durée, on va dire. Voilà un peu ce à quoi il faut s'attendre en fonction des différents schémas retenus quand on est propriétaire de parking. Oui, on a cité quelques exemples là justement qui sont des exemples concrets de projets qui font suite un peu à la mise en vigueur de l'obligation. Un premier exemple, c'est un site logistique dans la Drôme, donc une ombrière de 500 kW en construction. Et là, on est sur un propriétaire qui est une foncière. Il y a sûrement des foncières qui sont dans ce webinaire, qui loue, qui a d'ailleurs construit un bâtiment, je crois que c'est un centre de tri, alloué à un utilisateur, un locataire. Et à côté du bâtiment, il y a le parking, qui forcément est neuf, parking de 5000 m², à solariser en 2024. Cette foncière a fait le choix du tiers financement, donc elle a confié l'investissement à un tiers. Donc elle cochera l'obligation, elle en retire un loyer de 3 000 € par an pendant 30 ans. Et les travaux, on reviendra un peu plus tard dessus, mais les travaux sont en cours avec un séquençage de la mise en place des ombrières, puisque effectivement, souvent la préoccupation, c'est oui, mais si mon parking est indisponible, qu'est-ce qui se passe? On peut faire en fait le parking par tranche. Donc ça, c'est pour un bâtiment et un parking neuf. Le deuxième exemple qu'on prend là, c'est une métropole, donc Orléans en l'occurrence, une collectivité qui elles, sont pas forcément des parkings neufs, ce sont des parkings existants, plus de 1500 m². Donc là, on entre dans la loi, l'obligation loi APER, et la collectivité, soucieuse aussi de rendre son foncier plus vertueux qu'il n'est aujourd'hui, a sélectionné là aussi en tiers financement un développeur pour solariser des parkings. Il y a une dizaine de parkings dans la collectivité qui sont des parkings
publics détenus par les collectivités, métropoles, villes, et les chantiers démarrent en 2024. Et avec là, peut-être à noter quand même justement la mise en place d'ombrières en autoconsommation collective. C'est-à-dire que la collectivité va pouvoir alimenter ses propres bâtiments avec l'électricité produite par ces ombrières en autoconsommation collective. Et sans investissement. Donc la collectivité, c'est tout l'intérêt du tiers financement, c'est qu'elle n'a pas à débourser un centime et à prendre en charge elle-même ce projet. Et puis un dernier exemple où là, on est sur un industriel, hein, donc qui lui aussi doit construire un nouveau parking, a fait le choix du tiers financement pour mettre en conformité son site sans investir. Et donc là, il s'agit d'accompagner le propriétaire, hein, pour un développeur, le propriétaire industriel, notamment en phase de conception. Et j'y reviendrai. C'est pour quand on fait un parking neuf, il faut anticiper la solarisation et les ombrières dès la construction du parking, même si les travaux pour les ombrières se feront dans un deuxième temps. C'est essentiel pour ne pas avoir à repercer la surface du parking ultérieurement. Donc là, il est en train de faire ses travaux pour construire son bâtiment et son parking. Et évidemment, le développeur l'accompagne pour la mise en place des fourreaux, des chambres de tirage. Donc l'idée, vraiment, c'est essentiel de ne pas avoir à ouvrir les tranchées si on ne veut pas avoir des surcoûts prohibitifs pour faire le projet d'ombrière dans un deuxième temps. On a un autre exemple là d'un projet, lui, en auto-investissement. Donc c'est un financement en fonds propres, puissance de 1 MW, par je crois que c'est une entreprise, qui a d'ailleurs anticipé les obligations puisque elle a commencé son projet dès 2020. Là, il faut quand même justement naviguer un peu dans les méandres pour savoir obtenir une valorisation de son électricité. Donc là, en l'occurrence, c'est une ombrière de 1 MW, donc on est au-dessus du seuil de 500 kW, donc il faut aller en appel d'offres. On n'a pas le guichet ouvert qu'on a en dessous de 500 kW aujourd'hui, qui s'appelle l'arrêté S21. Là, on est en appel d'offres, donc il va falloir déposer un dossier à la CRE. Il y a des sessions, là, en l'occurrence, pour 1 MW. En 2021, ce projet a été lauréat à la CRE et a pu commencer ses travaux, son raccordement, et a pu être mis en service en 2022. Donc c'est un auto-investissement, hein, donc 1 MW, c'est un projet qui a dû coûter 1,2 million, 1,4 million, 1,5 million, avec une autoconsommation, donc là à 100%. Donc 100% d'électricité est autoconsommée sur le site. Et ce projet couvre 370 places de parking. À l'occasion de ces travaux, puisqu'il faut rouvrir le parking, faire des tranchées, etc., le propriétaire de parking a décidé d'installer également des bornes de recharge. Et là, on mutualise évidemment les travaux de ombrière et les travaux de bornes de recharge. Pour ne pas avoir à percer le parking tous les 3 ans, il faut tout faire d'un coup, c'est évidemment le mieux. Voilà, donc tout ça, c'était dans le cadre d'une démarche RSE de l'entreprise. C'est un projet, pour le coup là, d'auto-investissement. Donc l'entreprise a porté le projet elle-même. Voilà. On envoie une photo d'ailleurs de ce projet d'auto-investissement. Donc les ombrières, hein, c'est pas non plus des bâtiments très compliqués, hein, c'est des structures métalliques. Souvent il y a une rangée de poteaux centrales et un pan, un grand pan. Oui, Pascal. C'est très bien de nous donner des exemples variés. On a vu des entreprises, des collectivités, des constructions finalement, aménagement de parkings neufs pour lesquels il faut anticiper en effet l'installation des câbles notamment. Donc, si vous voulez, on peut peut-être passer à la phase de questions-réponses. On a beaucoup de questions. Peut-être avant ça, pour tous les participants qui sont avec nous, 2 questions vont s'afficher à l'écran. Une première question qui va vous permettre d'apprécier le webinaire auquel vous participez ce matin, en donnant une note de 1 à 5, sur les contenus, les présentations, d'une part, et puis une deuxième question qui va vous parvenir pour les dirigeants d'entreprise qui souhaiteraient approfondir ces sujets de solarisation. Vous allez pouvoir demander un rendez-vous avec le chargé d'affaires, votre chargé d'affaires et le conseiller en transition énergétique de votre caisse régionale, pour pouvoir avoir une approche sur mesure
de vos projets. Et donc, nous vous remercions voilà, de faire appel au Crédit Agricole pour accompagner vos projets. Et donc, peut-être pour entrer dans la phase de questions-réponses maintenant, on va en avoir d'abord peut-être sur des sujets techniques ou réglementaires. Une première question autour de la hauteur au maximum des parkings. Jusqu'à quelle hauteur finalement peut-on mettre des panneaux photovoltaïques? Jusqu'à quelle hauteur? On peut. Tout dépend du permis de construire qu'on va avoir, parce que si c'est très très haut, ça se voit de loin, donc le permis il est plus difficile à obtenir. Ensuite, techniquement, tout est possible. Simplement, si vous avez une structure très haute, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les normes de prise au vent notamment, donc ça veut dire que vous allez avoir des poutres, des poteaux, etc. costauds, donc ça va coûter beaucoup plus cher. Et la rentabilité risque d'être compromise. Donc, il faut essayer de pas se mettre de pas avoir des structures et de pas trop élevées. Mais on a vu, il y a des projets des projets qui montent à 10 mètres. Oui, de toute façon, en haut de pan, souvent, on est quand même assez haut, puisqu'il faut une inclinaison du pan. Donc, cette question concerne notamment, sans doute, les transporteurs. Et oui. Et bon, il y a eu des débats là-dessus sur justement les exonérations. Peut-être Élodie, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, là-dessus, oui, sur les hauteurs, je rejoins, il n'y a pas de contraintes techniques. Effectivement, il y a des exonérations dans lesquelles on peut, en fonction des véhicules qui sont stationnés dans le parking, si effectivement c'est des très gros véhicules qui sont donc très hauts et que les ombrières empêchent en fait le stationnement, là, effectivement, il faut voir si on rentre dans une exonération. Des questions, mais vous avez répondu tout à l'heure, on va pouvoir les reprendre, Vianney, des questions de rentabilité. Donc, à partir de quelle taille de parking peut-on trouver un équilibre financier? Une deuxième question qui va de pair, c'est y a-t-il une surface minimum à vos solutions? Potentiellement, nous avons 600 mètres carrés. Et une question aussi un peu plus large, quelles sont les aides à l'installation d'ombrières? Oui, donc alors, à partir de quelle taille? Donc, ce qu'on regardait tout à l'heure, c'était qu'en dessous de 300 kW, donc ça fait 1500 mètres carrés couverts, ça semble compliqué. Peut-être qu'évidemment, c'est pas on sait bien que quand on est en PACA, c'est pas la même chose que quand on est dans les Hauts-de-France, donc il y a 20-30% d'ensoleillement d'écart, même si la façon de valoriser l'énergie essaye de niveler un peu tout ça, puisque je vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple en arrêté S21, il y a un plafond de production au-delà duquel le tarif n'est plus de 100 ou 110 euros du mégawattheure, mais de 40 pour éviter justement qu'il y ait trop de rentabilité au sud et moins au nord. Donc c'est pour essayer de niveler un peu les rentabilités sur le territoire, mais ça reste quand même toujours plus intéressant de le faire au sud. Donc à partir de 300 kW, il y a eu un espace économique sur les 2 dernières années. Ensuite, comme je le disais, c'est un environnement mouvant. Je peux pas garantir que dans 6 mois ou dans 1 an, il y aura un espace économique pour faire des projets de 300 ou de 500 kilos. Ça, c'est des débats récurrents qu'on a sur les dispositifs de soutien, puisque vous avez un tarif qui vous permet de vendre l'électricité, et ce tarif baisse trimestre après trimestre dans l'arrêté tarifaire. Donc, par moment, il peut baisser trop, et dans ce cas-là, ce sont des discussions qu'on a avec les pouvoirs publics en leur expliquant que là, les projets ne peuvent plus sortir. Et donc, mais a priori, à partir de 300 kW, à partir de 1500, 2000, 2500 mètres carrés, ça tombe bien, c'est l'obligation, il y a une rentabilité à escompter, en tout cas en l'état actuel des choses. Voilà. Et la question, c'était... On avait y a-t-il des aides? aides. Les aides, en fait, c'est ces fameux dispositifs de soutien. Donc, c'est l'arrêté tarifaire, c'est l'appel d'offres qui va vous permettre de pouvoir signer un contrat de 20 ans avec un acheteur d'énergie, souvent c'est EDF, pas que. Ça, ce sont les aides, puisque c'est un contrat qui a un prix garanti. Sécurisé. Alors, parfois, il y a des années où ça rapporte à l'État, parce que c'est un prix qui est inférieur au prix de marché. Ça a été le cas en 2022-2023. Des années où ça coûte à l'État. En 2024, là, on est sur une année où les prix de marché ont baissé et les dispositifs de soutien coûtent. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ces débats en ce moment. Vous savez que le sujet budgétaire est un peu sensible, de baisse de tarifs, parce que l'État dit oui, mais là, cette année, ça nous a coûté, alors qu'avant, ça nous rapportait. Question peut-être qui concerne les concessionnaires, sont nombreux. Quid des zones de stockage de véhicules pour les concessionnaires? Est-ce considéré comme du parking?
entrant dans le calcul du seuil des 1500 mètres carrés? Oui, alors on n'est pas revenu sur la question des surfaces de manière très précise parce que ça fait partie des dispositions qui sont dans le décret, mais les zones de stockage ne sont pas incluses dans la superficie à prendre en compte. Donc, a priori, ce n'est pas le cas. Il faut revérifier la rédaction du décret, et voir quelle zone de stockage à quelle zone de stockage on correspond, mais a priori, ce n'est pas inclus. Question aussi sur les surfaces, justement. Comment est calculée la surface des parkings, le nombre de places, les voies de circulation sont-elles comprises? Dans le cas où les voies de circulation sont comprises et que le parking fait 1500 mètres carrés, mais ne comprend qu'une surface de stationnement de 400 mètres carrés, comment le rendre conforme à la loi? Donc, question autour, voilà, des voies de circulation. Comment on les comptabilise finalement? Oui, parce que normalement, 1500 mètres carrés, on doit équiper la moitié de la superficie, donc ça ferait 750 mètres carrés. Et s'il y a que 400 mètres carrés de stationnement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace de déplacement. Donc, parce que là, oui, je pense qu'on rentre pas dans le... On peut être dans un cas d'exonération. Ouais. Et donc là, c'est l'étude technico-économique. C'est ça. Ou alors même alors oui, on n'a pas pu détailler les surfaces, mais a priori, oui, si on fait le calcul par principe, on rentre même pas dans l'éligibilité, en fait. Si on regarde, si on est bien, a priori, oui. A priori, là, il y a même pas je sais même pas s'il faut demander une exonération, parce que je pense qu'on n'est même pas éligible par principe. Bien. Mais à reconfirmer, c'est évidemment, il faut bien lire la loi et les textes réglementaires de manière conjointe. Une question autour de l'usage privé. Cette obligation, les obligations qu'on a présentées, concernent-elles les parkings à usage privé? Et concernant le stationnement des poids lourds, les ombrières ne sont pas envisageables par le coût des structures. C'est des sujets de ROI aussi, de rentabilité. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bah donc si le coût des structures rend le projet prohibitif sur des parkings poids lourds, il y a exonération. Hein, ça c'est des sujets qu'on a déjà discutés. La première question c'était par rapport à l'ouverture au public. Ah non, un parking privé est assujetti. Oui, hein, c'est-à-dire que là, vous avez un parking quel qu'il soit, pas forcément un parking grand public, un parking d'entreprise, c'est un parking privé, est assujetti. Une question autour de l'article 40, peut-être pour Élodie. Les obligations de cet article 40, sont-elles arbitrées? Non, comme je disais, on a dans les grandes lignes, ça a été arbitré, mais le texte le texte n'a pas été publié. Donc, ce que je vous ai présenté, ça correspond au cadre provisoire, mais qui peut changer. Après, honnêtement, je pense pas qu'il va changer substantiellement. Donc, vous avez les grandes idées. Il faudra par contre être vigilant quand le texte sortira, à bien vérifier à bien décortiquer le texte pour être sûr de pas passer à côté de quelque chose. Mais non, malheureusement, le texte n'a pas. Alors, le texte, pour être très précis, il a été discuté avec l'administration et nous. Ensuite, il est passé en consultation publique et consultation des acteurs. Et là, il n'a toujours pas été publié. Donc, on l'attend pour cette année. Des sujets assez techniques. Est-ce qu'il y a une loi ou une référence à la désimperméabilisation des parkings? Alors, je pense on peut peut-être regarder dans la loi climat résilience et dans le décret associé. J'ai pas la réponse dans l'immédiat, mais je pense que la loi climat résilience est une bonne référence pour ces sujets-là. Donc, faut peut-être potentiellement regarder s'il y a des choses là-dedans, parce que je vois pas quelle autre loi pourrait traiter de ce sujet. Peut-être la loi énergie-climat. Regardez dans les deux lois que j'ai mentionnées au tout début du webinaire, je pense qu'il y a peut-être des sujets là-dessus. Question pratique aussi. Quid si plusieurs parkings de moins de 500 mètres carrés ou moins de 1500, mais cumulés, font plus de 2500 sur une même parcelle? Quelle obligation s'applique finalement? Je comprends qu'on a des petits parkings, mais qui cumulés arrivent à une surface conséquente. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais j'aurais tendance à dire que l'obligation, elle est quand même par propriétaire. Donc si c'est des parkings qui appartiennent pas au même propriétaire, je pense qu'il me semble pas qu'il soit possible de... S'ils sont sur une même parcelle, ils appartiennent au même propriétaire. S'ils sont sur la même parcelle, ils appartiennent au même propriétaire, clairement. Mais il y a une possibilité, et j'y pense maintenant, de mutualiser les obligations. Il me semble que c'est dans la loi d'accélération.
Donc regardez si vous pouvez éventuellement rentrer dans la mutualisation de l'obligation. C'est quelque chose qui est prévu par la loi d'accélération. Mais là, en l'occurrence, si on est sur des petits parkings de moins de 500 mètres carrés, ça ne rentre pas dans le champ de la loi APR. Donc je suis pas sûre que la loi climat ait prévu par parallélisme la même chose. On va arriver au terme du webinaire. On a encore quelques questions. Pour tous ceux d'entre vous qui peuvent rester encore quelques minutes avec nous, voilà, on va prolonger un petit peu le webinaire. Peut-être une question encore sur la fiscalité pour Élodie. La fiscalité du dispositif pour convaincre les entreprises de faire le saut. Donc, charge, amortissement du matériel, gain sur la facture. Qui peut accompagner la filière pour être un argument fort pour convaincre au lieu de forcer à passer au photovoltaïque? Alors, question pas facile. Qui peut accompagner la filière pour être un argument fort pour convaincre au lieu de forcer? Alors, je suis sûr de comprendre la question. Ouais, je suis pas sûre de comprendre la question non plus. Je pense que le syndicat que vous représentez agit tous les jours en concertation avec les instances nationales, voilà, pour réfléchir à ces sujets de quelque part d'accompagnement des filières et des entreprises sur ces sujets. Je pense que la question est autour de ça. Et en fonction, et vous le disiez tout à l'heure, Vianney, les circonstances aujourd'hui ne sont peut-être pas celles dans 3 ans, l'évolution des marchés de l'électricité par exemple, mais c'est des sujets que vous suivez de près, le syndicat dans vos activités, justement. Ah oui, tout à fait. Oui, donc effectivement, il faut que les gens adhèrent au syndicat pour avoir beaucoup d'informations et savoir à quoi s'en tenir. Ouais, et puis ce qui peut forcer alors à passer au PV, nous on force personne à faire quoi que ce soit, mais le fait est qu'aujourd'hui dans la loi on a une obligation et l'obligation elle est légale, elle existe aujourd'hui, donc il faut la respecter. C'est essentiel pour de passer au photovoltaïque et d'avoir du PV pour nos objectifs de transition énergétique, évidemment. Après on a donné des exemples justement assez parlants, notamment le site, la centrale qui était sur le siège social d'une entreprise, où voilà, on a une entreprise qui n'a que de l'électricité verte, qui utilise l'autoconsommation, qui a installé des bornes de recharge pour véhicules sur son parking. Donc c'est vraiment un service à la destination des employés, puisqu'on aura aujourd'hui de plus en plus de véhicules électriques a priori. Et puis c'est de l'électricité qui est autoconsommée, donc de l'énergie autoconsommée. Donc ça alimente le site en entier. Il y a de vrais avantages autres qu'économiques, on va dire très factuels sur le fait d'avoir ces installations. Donc c'est pas vraiment on force personne à passer au PV, mais en fait, on essaie aussi de démontrer que c'est des installations qui ont des vrais avantages sur le quotidien de l'entreprise et de manière générale pour la transition énergétique et la démarche RSE d'une entreprise, si c'est quelque chose qui tient à cœur. Merci. Je vais peut-être prendre deux questions avant de conclure. La première, c'est nous cherchons des tiers investisseurs intéressés ou savoir comment éviter la solarisation. La première est, avez-vous un partenariat avec un prestataire réalisant ce genre d'installation? Bon, là, je reviendrai quelque part à la partie introductive, de dire que en proximité, chacun des dirigeants d'entreprise qui est avec nous aujourd'hui pourra, à travers le chargé d'affaires qui l'accompagne et le conseiller en transition énergétique, trouver les prestataires qui peuvent apporter les différentes solutions attendues pour réaliser ce genre de projet. Et plus largement, d'autres sujets, on l'indiquait tout à l'heure, autour de la RSE, de la décarbonation, de l'efficacité énergétique. Donc, n'hésitez pas à appeler vos contacts en proximité qui pourront vous accompagner sur ces sujets. Donc, je vais peut-être conclure maintenant en remerciant chaleureusement nos représentants du syndicat des énergies renouvelables, en remerciant tous les participants qui ont été avec nous, et notamment les collègues du Crédit Agricole et aussi des filiales spécialisées qui étaient connectés, et donc de vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire. Nous en avons encore 2 sur la fin de l'année autour des sujets justement de RSE ou de contrats de performance énergétique. Donc n'hésitez pas à solliciter vos contacts en caisse régionale pour pouvoir participer à ces prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci à vous.